Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir de l'intérieur un exemple concret d'une société qui pratique le commerce équitable et le bio au Cambodge. Cet exemple, c'est Fair Farms et j'ai eu la chance d'échanger avec Norbert Binault, son fondateur. Il faut savoir que le commerce équitable, il y a des centaines de labels équitables. Il y a vraiment à boire et à manger. Je pense qu'il y en a 80% où c'est du flan. Donc il faut, pour le consommateur déjà, essayer dans un premier temps de se renseigner sur ces labels, savoir ce qui fait sens. C'est pas parce qu'il y a marqué Fairtrade ou commerce équitable sur un paquet que derrière les règles du commerce équitable sont appliquées. Dans cet épisode, nous avons discuté de commerce équitable, de bio, de low-tech, des difficultés pour mettre en place ce type de label dans des pays en voie de développement. Bref, un épisode très riche. Ce genre d'échange me passionne réellement, car il me permet d'une manière de voyager et de se rappeler que derrière des annonces et des labels, qui peuvent, on peut l'avouer, nous perdre souvent de par leur complexité, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dur pour améliorer nos produits du quotidien. Je vous propose donc de partir aujourd'hui au Cambodge pour un échange pimenté à la découverte de Fair Farms et de sa production de poivre. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Norbert Binault. Comment tu vas, Norbert ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Ça va très très bien. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de plein de sujets, de toi d'abord, de ton parcours, de Fair Farms et plus globalement du bio, du commerce équitable, qui est un sujet que je n'ai pas encore abordé au sein de Demain est durable et qu'on aborde du coup pour la première fois pour cette nouvelle saison, la saison 2 du podcast. Content en tout cas de discuter avec toi de ce qui se passe également au Cambodge et plus globalement en Asie du Sud-Est sur ces thématiques. Bref, sur toute ton expérience. Je vais commencer l'épisode par cette question. Qui est Norbert ? Alors, Norbert est un Picard qui a fait ses études à Paris. J'ai fait une école d'ingénieur. Je suis ingénieur en système embarqué. Cependant, je viens d'un monde paysan et un petit peu entrepreneur, mais mon grand-père côté maternel était un entrepreneur dans la chaussure. Et suite à mes études, j'ai décidé de partir m'installer en Asie. J'avais fait un petit peu des études en Asie ainsi que des stages entre l'Inde, le Vietnam et la Chine. J'ai fini mes études à Pékin. Et suite à la fin de mes études, diplôme en poche, j'ai voulu repartir m'installer dans le coin. Et je me suis installé à Singapour en 2009. Donc ça fait 12 ans que je suis ici. J'ai fait une carrière dans le monde du logiciel financier, de la fintech. Et puis, au fur et à mesure de restructuration de sociétés qui se sont passées, j'ai décidé que j'allais me lancer dans un projet qui me tiendra un peu plus à cœur que la finance de marché. Et donc, j'ai créé une ferme de poivre au Cambodge suite à une discussion que j'avais eue avec l'oncle de ma femme à Macao. Alors, je vais vous faire voyager un peu. Ma femme, son père est d'origine khmer, cambodgienne, et sa maman est d'origine hongkongaise. Voilà, et donc en 2014, j'ai décidé de créer une société, Fair Farms. Et puis en 2015, j'ai récupéré des terrains après pas mal de recherches. Puis après, surtout après avoir décidé de me lancer là-dedans. Et puis aujourd'hui, je suis l'heureux propriétaire terrien au Cambodge avec une jolie ferme de 13 hectares qui marche bien avec une équipe soudée, sympathique.
et que je n'ai malheureusement pas vu depuis un moment parce que je fais des allers-retours normalement entre le Cambodge et Singapour. Ma femme est basée ici, on a un bébé la petite Margot maintenant qui a 6 mois qui est aussi à Singapour, et puis il y a le Covid qui m'empêche de voyager. Donc pour le moment, je gère à distance tout ça. Ok, très bien. On va revenir bien entendu sur Fair Farms, sur toutes ces thématiques-là, mais avant d'en parler sur ton parcours. Donc tu disais que tu venais d'un milieu entre guillemets paysan avant de venir sur des sujets de finance de marché, fintech, etc. Euh, Ce switch-là que tu as eu, enfin on va dire ce retour à la source, on va dire, que tu as pu avoir en 2014, est-ce que c'est un chemin sur lequel tu te voyais aller à terme, quoi qu'il arrive, ou comment ça s'est passé? Ah ben pas du tout, pas du tout. J'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneur, ça je l'ai dans le sang depuis assez tôt. Euh, J'avais pas forcément pensé que j'allais repartir dans l'agriculture. À la base, comme je te dis, je suis ingé. Et donc, la première société que j'avais montée s'appelait Clever Green et permettait de réduire l'empreinte carbone des ordinateurs en modifiant la rapidité de calcul des microprocesseurs. Tu vois, donc c'était plutôt technique, mais toujours un peu avec cette fibre quand même un peu verte, tu vois, réduction d'empreinte carbone. Euh, Puis finalement, en fait, durant la discussion que j'ai eue avec l'oncle de ma femme là, quand on a parlé du Cambodge et qui m'a dit ce qui se faisait au Cambodge, on a parlé des gens qui construisaient des routes, des gens qui construisaient des compteurs électriques, des gens qui faisaient de la pisciculture, des gens qui faisaient du poivre. Et en fait, ce petit côté qui sommeillait en moi sur ce côté agricole que j'avais, parce que j'ai passé ma jeunesse à la ferme. Euh, je me suis dit, tiens, c'est quoi le poivre? Parce que j'avais aucune idée de ce que c'était que le poivre, ni comment ça poussait, ni où ça poussait. Et donc, j'ai acheté un bouquin sur le poivre. Ça m'a franchement plu. Et voilà. Et après, je suis parti au Cambodge. J'ai regardé comment les paysans faisaient pousser ce poivre exceptionnel, hein, le poivre de Kampot, qui a un AOP, qui est protégé par l'Union européenne et tout ça. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Est-ce que tu peux maintenant nous présenter plus en détail Fair Farm, ce que vous faites, peut-être les convictions que tu as aussi de ce côté-là, avant qu'on puisse bien entendu parler des sujets croustillants du jour, à savoir le bio et le commerce équitable. Ah bah, je crois que tu viens de tout dire là, hein, sur Fair Farms. Fair Farms, c'est deux piliers. Un pilier qui est le respect de l'environnement. Donc c'est tout ce qui va être autour du bio, mais pas seulement le bio aussi, ça va être de la régénération de sol, de la protection d'espèces. Il y a ces sujets-là qui nous tiennent à cœur. Et puis il y a aussi la partie respect de l'humain. Donc ça c'est toute la partie équitable qu'on a mis en place, sociale, les implications qu'on a avec les gamins du coin, avec les gamins du coin ou les gamins qui sont d'ailleurs pas du coin. On file aussi Je salue d'ailleurs s'ils nous écoutent les jeunes du pôle innovant lycéen en France, et c'est des décrocheurs scolaires qui raccrochent justement, qu'on reçoit à la ferme de temps en temps. Euh, Il y a la protection, on va y toucher après, mais tout ce qui va être la protection de l'enfance, l'égalité des genres. Voilà, donc ça c'est les deux chevaux de bataille qu'on a, le bio, enfin l'environnement et l'humain. Continuons sur cette thématique-là. Est-ce que tu peux peut-être nous définir le commerce équitable pour toi, ce que c'est, et du coup la façon dont il voit le jour au sein de Fair Farms? Bien sûr. C'est une bonne question, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont un peu troublées. On ne sait pas trop ce que c'est que le commerce équitable. Euh, Nous, on est certifié commerce équitable sur un modèle qui s'appelle Fair for Life, FFL. C'est un logo orange avec marqué FFL dessus. Il faut savoir que le commerce équitable, il y a des centaines en fin de compte, de labels équitables. Euh, il y a vraiment à boire et à manger. Et je pense qu'il y en a 80% où c'est du flan. Euh, donc il faut, pour le consommateur, déjà essayer dans un premier temps de se renseigner sur ces labels, savoir ce qui fait sens. C'est pas parce qu'il y a marqué Fairtrade ou commerce équitable sur un paquet que derrière les règles du commerce équitable sont appliquées. Et ces règles-là, en fait, il y en a beaucoup et ça dépend vraiment des standards qui existent.
Le FFL est un standard qui se fait en 4 étapes. On est d'abord certifié FFL niveau 1, FFL niveau 2, 3, puis 4. Et au fur et à mesure, en fait, de ces certifications, les attentes des producteurs grandissent. Donc au début, ça va être des règles vraiment de base. On va dire pas d'enfants qui travaillent à la ferme, respecter les gens, les payer, pas de forced labor, de travail forcé. Toutes ces choses-là. Puis ensuite, au fur et à mesure que le modèle il évolue, on arrive sur des points qui vont être un peu plus touchy. Nous, aujourd'hui, on est niveau 4. Quand tu arrives au niveau 4, typiquement, tu dois mettre en place, par exemple, des systèmes de retraite dans un pays où la retraite n'existe pas. Donc là, c'est à toi, acteur Fairtrade, de trouver des solutions pour mettre ça en place. Et derrière, ça te permet d'avoir des sociétés qui sont solides, qui protègent, comme je disais tout à l'heure, l'enfance, qui protègent les femmes, qui font un développement social local qui est très important. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, régulation. Et ensuite, nous, quand on travaille en commerce équitable, on travaille notamment avec une société en France que je recommande à n'importe qui aujourd'hui, aux consommateurs, aux gens que ça intéresse, de regarder une boîte qui s'appelle EcoID. EcoID, par exemple, est une société qui s'engage avec nous depuis des années. On a des contrats avec eux pluriannuels, donc ils s'engagent sur des minimum 3 ans, avec des volumes planchers et des prix planchers, pour s'assurer que nous, demain, on se retrouve pas dans la merde si ils veulent plus, ils s'engagent à acheter avec nous. Ça nous permet d'avoir un peu de visibilité sur où on va. Nous, forcément, on a des engagements aussi vis-à-vis de ces sociétés-là. Et le commerce équitable nous force à mettre de l'argent de côté. Donc sur chaque contrat, on met entre 2 et 5% des revenus qu'on a, et la société avec qui on travaille, donc EcoID, nous donne un bonus sur les contrats qu'on met de côté dans un fonds. Et ce fonds est utilisé à des fins sociales dans le pays, pour construire une école, pour acheter de la bouffe. Pendant la période Covid, on a utilisé une partie du fonds parce qu'à un moment c'était catastrophique et qu'il n'y avait plus à manger, donc on a aidé les villages à acheter de la nourriture. On installe des filtres à eau pour pas que les gamins ils tombent malades. On installe des toilettes. Voilà, on fait pas mal de choses. Et en fait, cet argent, la façon dont on le distribue, c'est décidé par les membres du groupe FFL. Donc nous, en fin de compte, les gens qui travaillent avec nous, les paysans qu'on embauche, ont un droit de vote au sein de ce fonds. Ils peuvent dire, nous, on pense que dans notre village, il ferait sens de faire ci, ça. Ils votent, ils choisissent le projet, et on débloque les fonds et on alloue les fonds pour réaliser ces projets. Donc c'est vraiment remettre les acteurs qui travaillent avec nous au cœur de la décision et de les laisser, en fin de compte, prendre les décisions qu'ils veulent. Sur le label, notamment FFL, du coup, le label demande d'avoir des prérequis, on va dire, pour justement pour être tamponné FFL, et toute cette partie fonds, c'est quelque chose également qui est entre guillemets obligatoire, qui est demandé justement par ce label-là pour ensuite aller redonner encore plus à la communauté. C'est obligatoire, exactement. Ça fait partie de nos engagements, et donc nous on se fait auditer tous les ans par EcoCert, qui est habilité en fin de compte à nous auditer là-dessus. Et ça fait partie en effet des points de contrôle. Mais des points de contrôle, il y en a, 400. C'est très long en audit Fairtrade. Donc quand on voit une boîte qui a le tampon FFL, on sait que les mecs sont sérieux. C'est bon à savoir. Et du coup, sur l'autre penchant, sur les labels à éviter, disons, dans la partie commerce équitable. Enfin, quoi qu'il arrive, ce sont des labels qui aident, mais comme tu dis, ça peut être fourre-tout, comme sur d'autres thématiques, notamment sur le bio, sur lequel on reviendra peut-être plus tard. Est-ce qu'il y a des labels tu pourrais nous partager, ou en tout cas peut-être des conseils pour mieux choisir son produit lorsqu'il est tamponné commerce équitable?
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y en a que quelques-uns qu'il faut regarder en fait. Il faut regarder donc le FFL, qui est pas, qui est, à mon avis un des meilleurs, un des top 3. Max Havelaar, WFTO, de World Fair Trade Organization. Je crois qu'il y a WTO, un truc du genre aussi. Potentiellement Flowcert, qui sont voilà des labels qui commencent à être assez sérieux. Euh, je pense que c'est ceux-là qu'il faut regarder. Donc, faut juste connaître ces quelques logos-là. Les autres, quand on voit sur un site internet marqué commerce équitable, mais qu'il y a pas de, qu'il y a pas de tampon, ou bien qu'il y a un tampon. Je pense que c'est aussi intéressant aujourd'hui quand on va dans le supermarché. C'est pas possible aujourd'hui c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un tampon dans le supermarché si le produit est pas vraiment certifié. Alors que sur un site web, c'est facile. Donc quand tu achètes en ligne, c'est bien de regarder si la boîte qui dit moi je suis certifié FFL, aller en ligne sur le site de FFL et regarder si en effet cette boîte est listée parmi les producteurs certifiés. Sur le commerce équitable et sur tous ces avantages, tous ces prérequis pour justement être dit commerce équitable, produit commerce équitable, d'un point de vue budget, sous entre guillemets, euh, est-ce que c'est compliqué à mettre en place ou pas? Pourquoi est-ce que si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que plus de personnes ne le font pas? Enfin, en gros, quelle quelle part ça a dans l'entreprise et à quel point ça peut être complexe? Alors, c'est une très bonne question. Et là, on arrive au côté non équitable du commerce équitable et du bio. Euh, Aujourd'hui, faire une certification équitable coûte de l'argent et demande des compétences. Pour un paysan qui est peu ou pas éduqué, remplir un dossier équitable, c'est clairement impossible. Ça prend, faut être éduqué. Faut être éduqué, faut savoir ce qu'on fait, savoir bien se servir d'un ordinateur, je pense. Faut savoir naviguer dans tout ça. Donc voilà, pour les paysans, c'est très compliqué d'accéder à ces certifications. C'est en ça que des sociétés comme la mienne, qui sont en fin de compte un peu plus grosses que les fermes familiales, on a cette responsabilité derrière, je pense, hein, de prendre en fin de compte sous notre aile aussi ces fermes familiales et de leur dire écoutez, on peut travailler ensemble. Donc nous, on va s'engager à vous acheter votre production et vous allez à un prix supérieur au marché local. Et vous allez vous engager à respecter quelques engagements qui sont définis par nous. Donc on a un système de contrôle interne qu'on met en place pour s'assurer que leurs gamins vont à l'école, pour s'assurer qu'ils sont bio, qu'ils respectent un peu l'environnement, parce que sinon le Cambodge c'est une porcherie, les gens ils jettent tout par terre. Donc ça, c'est des petites tricks qu'on met derrière en place et ça nous permet à la fois de les aider, puis aussi de filer un coup de main socialement et à la planète, à dire voilà, vous voulez bosser avec nous les gars, et faites comme nous, respectez. Mais voilà, donc ça c'est notre rôle. Et sinon non, sinon pour un paysan tout seul, c'est impossible, impossible. C'est cher et c'est cher et ouais, c'est lourd. Et même pour toi, pour ta société plus particulièrement, d'un point de vue d'un point de vue financier, euh, disons que c'est une grosse part de la charge sur cette partie équitable. On reviendra bien entendu sur le bio aussi qui j'imagine doit faire aussi partie du des charges également. Comment ça se passe sur ça? Alors c'est assez cher. Cette année, on va payer. Combien on paye cette année? Je crois qu'on paye dans les 10 000 euros. Tu vois, donc c'est pas donné. Euh, c'est pas énorme par rapport à notre chiffre d'affaires.
Cependant, par rapport à nos bénéfices, ça en enlève un paquet. Euh, donc nous aujourd'hui, ce qu'on fait, hein, c'est que on est producteur et on a tellement de demandes qu'on n'est plus capable de produire suffisamment. Donc on a le choix soit de dire bon, ben, je reprends des terrains, j'agrandis ma ferme, ou soit je travaille avec les paysans du coin et je leur achète leur production s'ils font du bon boulot. Qui est le chemin qu'on a décidé de prendre. Et donc dans ce cas-là, nous, on fait certifier les paysans et donc on paye pour eux. Et donc ça rajoute aussi. Sur cette partie, notamment commerce équitable, sur lancer sa structure sur cette thématique-là, que tu as pu faire il y a quelques années maintenant, il y a 7 ans à peu près. Est-ce que tu aurais des conseils pour justement lancer une entreprise de ce type-là, justement équitable, des conseils, peut-être des erreurs que tu ne referais pas une deuxième fois, etc., que tu pourrais donner aux auditeurs et aux auditrices? Déjà, je pense qu'il faut que ça vienne faut qu'on l'ait au fond de soi. Nous, on n'avait pas prévu de faire une société ni commerce équitable ni bio. En fait. On avait pour ambition d'aider et aussi de respecter l'environnement, machin. Mais on n'avait jamais pensé label. Et c'est quand on a eu une société qui nous a dit, en fait, nous, on vend et sur nos packages, on a ces labels-là, ce serait bien que vous les ayez, qu'on a pris cette démarche. On a dit, voilà, maintenant, on va se faire certifier. Mais à la base, on n'avait pas du tout pensé le faire. Et donc, je pense que voilà, le premier conseil que je donnerais à quelqu'un, si quelqu'un qui se lance dans un business, c'est avant de vouloir se dire, tiens, je vais avoir le label équitable, c'est au fond d'eux, est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire du bien autour d'eux? Si c'est juste pour du business, je pense pas que ça marchera. Voilà. Donc après, une fois qu'on veut le faire, identifier dans un premier temps les labels qui vous plaisent, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons de faire. Certains ont des avantages et des inconvénients, comme tout. Donc je pense qu'il faut faire sa petite étude là-dessus, sur celui qui vous plaît. Ensuite sur votre marché, parce que peut-être que vous avez pour ambition de travailler avec un distributeur qui lui utilise WFTO, il faudra que vous soyez certifié WFTO, sinon il va vous dire oui, mais moi je suis WFTO, FFL, ça m'intéresse pas. Donc ça, je pense qu'il faut bien le prévoir aussi. Et derrière, je pense qu'il est intéressant. En fait, donc les lignes directrices de ces labels, elles sont publiques. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller les regarder et commencer à les mettre en place en amont, de manière à lorsque l'auditeur vient pour regarder comment ça se passe chez vous, pas avoir trop de points qui dévient par rapport à la loi. Ok, très clairement. Merci pour tous ces conseils. Je voulais arriver sur un autre sujet qu'on discutait la dernière fois en off sur le commerce équitable, bien entendu, mais son lien avec le bio. On en discutait. Je vais te laisser du coup partager ton avis là-dessus, mais savoir pourquoi est-ce que tu t'étais embarqué sur de l'équitable plus sur du bio. Alors, moi je pense que les deux marchent ensemble. Je pense que l'humain et la nature de base doivent coopérer, et donc de base, il faut qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, il y a des modèles équitables, une fois de plus le FFL, lequel on est, qui te force pas d'être bio, mais qui te l'encourage et qui te donne un meilleur scoring, si tu veux, quand tu passes ta certification. Je pense que c'est bien, vu qu'on a ce rôle quand même d'éduquer, en fin de compte, via nos sociétés, les populations locales, les communautés. Je pense que c'est bien qu'on lie le bio avec ça, parce que ils ont pas forcément compris que quand on balançait des pesticides, c'était pas bien. Ils ont pas forcément que c'était mauvais pour la santé, que c'était mauvais pour l'environnement. Et donc je pense que c'est bien en fin de compte qu'on arrive à lier les deux, et comme ça on met tout ça en fusion.
et ça te fait un package qui est plutôt pas mal en fait quand tu partages ta connaissance. Quelles sont les difficultés de justement mettre en place ce type de label-là, le coût associé aussi bien entendu, dans des pays comme le Cambodge qui, comme tu as pu nous le partager, sont peu, on va dire friands, mais oui, sont peu encore développés sur cette thématique-là. Donc le Cambodge, faut replacer le contexte. Il y a eu quand même les Khmers rouges qui ont fait très mal au pays dans les années 70. C'est un pays qui est tout nouveau, qui a morflé, mais grave. Il y a eu beaucoup de connaissances qui ont disparu. Je sais pas, connaissances, donc pas des gens que je connais, hein, de knowledge. On est dans un pays où il y a donc très très peu d'éducation. Et où pendant un bon moment, la façon de récupérer des titres de propriété, c'était de défricher le pays. Donc, le pays s'est fait défoncer, ils ont coupé les arbres dans tous les sens. On a perdu énormément de forêts. Et derrière, c'était là-dessus faire plus ou moins de l'agriculture. Et ensuite, l'agriculture, il fallait qu'il y ait du rendement, et donc le rendement s'est passé par du Roundup pour nettoyer les terres, et puis derrière par de l'engrais chimique. Et puis après, on s'est rendu compte que la mangue, ça se vendait, puis la mangue, si on peut faire éventuellement 2 récoltes par an au moins en balançant du produit chimique dans tous les sens. Donc les mecs, ils arrosent. Et donc ça a arrosé de partout. Et aujourd'hui, c'est compliqué en effet d'aller voir un paysan qui a pris ces habitudes-là et lui dire non, mais en fait, ce que tu es en train de faire, c'est tout défoncer. Et bientôt, tu n'y arriveras plus. Il y a des efforts qui sont mis en place. Je sais que le CIRAD aide maintenant, on fait de la recherche, de la formation. Et on commence à avoir des paysans au Cambodge qui ont compris, en fin de compte, que quand ils faisaient de l'intercropping, c'était pas mal. Quand ils faisaient de la régénération des sols, c'était bien. Donc il y a des études qui commencent à être partagées. Voilà. Nous, tu vois, à la ferme, on travaille sur ces sujets-là. On plante de l'arachis pour faire de la captation d'azote, pardon, qu'on balance dans le, enfin carbone aussi, qu'on balance dans le sol pour faire des engrais naturels, tout ça. Mais quand tu arrives avec ce genre de façon de faire, tu dis ça à des mecs qui ont pendant 10 générations on fait d'une façon, et toi tu arrives et tu changes tout d'un coup, ils te regardent quand même avec des gros yeux, donc ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'il faut qu'on le lead aujourd'hui par l'exemple et leur montrer qu'en fin de compte, en ayant des méthodes responsables, on arrive à avoir des rendements au moins égal, si ce n'est mieux qu'une agriculture qu'on appelle aujourd'hui malheureusement conventionnelle. Ok, très clair. Non, parce que ça fait partie des sujets, notamment sur le bio, et je voulais aussi faire, on va dire l'avocat du diable, mais tout comme sur cette thématique-là de rendement, notamment sur le bio, on peut entendre des détracteurs du bio indiquer que le rendement est bien inférieur quand on fait du bio que lorsqu'on fait disons du traditionnel, comme tu dis, du conventionnel. Est-ce que c'est le cas partout? Est-ce qu'il y a justement des nuances à apporter? Est-ce que tu peux nous partager ta science là-dessus? Alors, écoute, je pense que ces études-là, qui sont souvent des études de court terme, qui vont te dire que ils vont te prendre 2 terres et ils vont comparer sur une récolte où il y en a un, ils vont balancer la purée avec tout ce qu'ils peuvent, et puis l'autre, ils vont laisser un peu faire. Le bio, c'est du long terme, c'est investir sur l'avenir. Donc moi, qu'on montre une étude sur 30 ans sur un même sol, là, je veux bien comparer. À très court terme, j'y crois pas. Nous, on regarde nos productions par rapport aux autres fermes qui sont en conventionnel. On a des rendements au moins aussi bons qu'eux, et sur certaines fermes, des rendements supérieurs. Après, est-ce que c'est vrai sur tous les produits? J'en sais rien. Moi, je suis un professionnel du poivre. Là, on fait un peu de vanille aussi maintenant, donc on verra bien ce que ça donne. Mais de ce que j'en vois, le bio, ça marche, quoi. Ça marche très bien. Et puis derrière, tu fais des économies sur d'autres choses. Tu veux,
Dans la culture du poivre, par exemple, normalement, plusieurs fois par année, on va aller arracher l'herbe autour des pieds de poivre pour laisser en gros les nutriments au poivre. Ça te fait des sols, secs, ça te fait de l'érosion, ça te fait que t'as plus de lombriques qui sont là, ta terre elle est trop chaude, donc les lombriques qui normalement retournent de ta terre et font bouger un peu ton sol, ils sont plus là, les insectes sont plus là, enfin bref, ton écosystème il est plus en place. Euh, donc ça te coûte de l'argent pour enlever ton herbe. Derrière, il va falloir que tu ailles rapporter en fin de compte de la matière première dans ton sol pour pouvoir aller nourrir tes arbres. C'est complètement con. Si tu prends de l'arachis, ce qu'on fait là, que tu plantes le truc, et ben il va avoir des racines qui vont aller avec ton sol, qui vont permettre quand il pleut à ton eau à partir dans le sol. Tu vas donc éviter l'érosion. Ça va te capter, comme je disais tout à l'heure, d'azote et de le rebalancer dans le sol, ce qui va te servir d'engrais naturel. Si tu veux, ça, tu le fais une fois, tu le plantes, et derrière, c'est pérenne et ça reste en place. Donc, je pense que pareil, sur du long terme, ça, c'est de l'engrais gratuit et du travail en moins. CQFD, go bio. Ok. Justement sur cette thématique-là, le bio au Cambodge, sur les labels, avant de revenir sur comment faire passer une ferme sur du bio et les coûts associés. On en avait discuté la dernière fois et je trouvais ça intéressant d'y revenir pendant l'échange. J'avais discuté avec Emna Evrard dans l'épisode 21, qui est la CEO de Casidomi, qui est un site e-commerce qui permet d'aller chercher justement des produits sains pour la santé, bio également. Sur le terrain, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que c'est autant surveillé que la partie commerce équitable? Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Bon, déjà, le bio coûte cher. Donc, une petite ferme je vais continuer à parler que du poivre parce que c'est vraiment notre expertise. Une petite ferme qui a 500 piquets de poivre, se payer un label bio sans forcément être certain de derrière réussir à faire un premium sur le prix de son poivre. Et puis faire sa culbute pour couvrir les coûts du bio, c'est compliqué. Et puis en plus, si tu sais à moitié lire et écrire, c'est impossible. Donc pour les petites fermes, honnêtement, le bio, c'est malheureux, mais c'est pas possible. Puis il faut qu'il y ait d'autres organismes qui gèrent ça pour eux ou d'autres sociétés comme nous on fait, qui gèrent ça pour eux. En termes de ça c'est la réalité du terrain, le bio c'est pas équitable. La, le côté certification aujourd'hui pour moi, il y a à mon sens, il y a 3 logos qui sont intéressants sur le bio. Il y a celui qu'on voit aux US qui s'appelle le USDA, c'est un logo rond vert avec marqué USDA dessus, donc qui est basé sur le modèle NOP, qui est le modèle nord-américain, enfin américain pour le bio. Il y a le standard européen qui s'appelle EOS, qui est en Europe, on voit en France, on voit le label agriculture biologique, AB, vert, label vert à écran blanc, ou bien on peut voir à côté de ce label une espèce de feuille européenne, la feuille blanche avec des étoiles qui forment cette feuille. Et ensuite, il y a le modèle japonais, JAS, qui est le troisième. Pour moi, c'est les 3 seuls, en fin de compte, qui aujourd'hui, il faut vraiment regarder, parce que c'est des gros labels, ils sont sérieux. Alors, ça, c'est des labels qu'on peut récupérer via plusieurs auditeurs. Nous, on se fait auditer par EcoCert. EOS, aujourd'hui, ça veut dire EcoCert Organic Standard. Donc, c'est eux qui font ce standard. Donc, c'est des mecs qui sont ultra sérieux. Ok, donc on va dire, pour être sûr d'aller chercher un bon produit, même si bien entendu l'un n'implique pas l'autre, en tout cas sur des produits qui viennent de l'étranger, d'aller chercher des doubles labels dans le sens un label bio plus un label commerce équitable, Ouais. ce qui veut globalement dire que il y a quand même très peu de personnes qui passent entre les mailles du filet, non? Ah ouais, là c'est compliqué. Mais des boîtes comme nous, si tu veux, au Cambodge, il doit y en avoir, je sais pas, on était la première, hein, bioéquitable au Cambodge, c'est Fairfarm, c'est la première boîte qui combine les deux. Et aujourd'hui, sur le modèle FFL, je crois qu'on est 2.
L'autre, elle fait du riz, et c'est une boîte qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Ok, très clairement. Du coup, aller chercher ces doubles labels pour maximiser l'impact consommateur que chacun peut avoir et justement d'aller encourager les sociétés qui vont dans le meilleur sens et qui n'essayent pas de passer outre certaines règles. Euh, Avant de passer sur une autre thématique, je voulais terminer sur deux petits sujets sur le bio. Et est-ce que tu pouvais nous expliquer la manière dont on passe d'une ferme, disons, classique, qui cherche à faire bien entendu des bons produits avec peu de pesticides, à une ferme qui cherche du coup à faire des produits bio. Vous voulez le savoir? Eh bien, je vais vous le dire. Euh, euh, Plus sérieusement, quand tu veux passer d'une structure conventionnelle à une structure bio, t'as une phase de 3 ans de transition. Donc tu t'enregistres auprès de ton certificateur et tu leur expliques, ben voilà, nous on va faire ci, ça, ça. Donc on va arrêter d'utiliser tel ou tel produit. Et donc tu t'engages à arrêter d'utiliser du chimique. C'est aussi simple que ça dans la pratique. Je pense que pour certaines boîtes, c'est un peu compliqué. Tu vois, des mecs quand tu es un paysan en France et que tu as utilisé du Monsanto pendant 20 ans avec des graines à base d'OGM et tes produits chimiques pour tuer telle herbe mais pas ton blé, du jour au lendemain, et que ta terre est défoncée parce que t'as tout cramé, du jour au lendemain, repartir sur un modèle respectueux de l'environnement, c'est un peu compliqué. Ça prend du temps. Donc c'est vraiment un engagement personnel et potentiellement financier parce que ça peut te dire que pendant le temps que tu restructures ton sol, tu vas perdre 1 an, 2 ans à faire le bon choix. C'est vraiment un engagement. Est-ce qu'on peut régénérer tous les sols? Ouais, comment ça se passe en fait sur cette thématique-là, sur à quel point c'est difficile d'aller passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio, justement en termes de sol, d'aller régénérer tout ça. Alors, je pense qu'on peut régénérer en effet tous les sols. Je pense que la nature elle est très très forte. Ça prend du temps, mais qu'on peut y arriver. Euh, le problème, en fin de compte, sur ton sol, c'est que souvent la couche supérieure du sol, là où il y a vraiment tout le nutriment, un truc qui est intéressant pour faire bien démarrer refaire partir ta nature, souvent il est plus là, ou il a été érodé, ou il est juste plus existant parce qu'on a tout pris. Et donc ça, à remettre en place, ça prend un peu de temps. Mais ça se fait. Il faut faire des couverts qui vont permettre de doucement rapprovisionner ton sol en nutriments. Et puis, et puis petit à petit, faire un espace vert, quoi. Dès lors que ça se met en place, après c'est un peu un effet boule de neige, si tu veux. Dès lors qu'il y a eu un couvert, puis ensuite un arbre qui crée de l'ombre, et puis qui fait tomber ses feuilles et tout ça, ça permet en fait de régénérer. Et ouais, ça se fait partout. Je pense qu'on peut le faire partout. Ça donne en tout cas de l'espoir sur cette thématique-là, même si bien entendu ça prend du temps, comme ça prend du temps de régénérer, de combler les erreurs, on va dire, du passé. Mais c'est important de savoir que une bonne partie des sols peuvent repasser sous couvert bio et sous couvert vert, on va dire, plus globalement. Avant de passer sur toi et revenir sur une thématique plus de style de vie, je voulais venir sur une autre thématique, notamment la low-tech. Tu nous disais au début de l'épisode que tu faisais venir régulièrement, j'imagine que pendant la période Covid c'est plus compliqué, mais en tout cas avant, une école notamment avec des moyens de réinsertion, notamment par cette partie, je crois, low-tech. Quelle place à cette thématique-là, enfin
ce type de technologie chez vous? Et est-ce que peut-être tu peux aussi, sachant que c'est la première fois qu'on en parle au sein de Domaine Durable, redéfinir un peu ce que c'est? Bien sûr. Alors, donc la low-tech, c'est en fin de compte essayer d'utiliser de la technologie qui est à faible coût et qui va pouvoir quand même nous filer un coup de main. Ça peut être de la technologie ELEC et compagnie, ça peut être des choses très simples pour améliorer un flux d'air, peu importe. Aujourd'hui, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que souvent, ce sont les grosses fermes qui ont accès à la technologie, qui vont avoir des capteurs dans le sol d'humidité, qui vont dire bon, il faut arroser telle ou telle parcelle, puis derrière ils ont leur système d'arrosage et des contrôles de pression des pompes, et ils ont tout ce qu'il faut en fin de compte pour que l'homme en fin de compte travaille moins. Puis tout est contrôlé comme ça à distance. Et puis le mec il est dans son ranch au milieu de la pampa, et puis il faut rien, et puis de temps en temps il envoie ses 3 canadaires pour envoyer son pesticide là-haut. Donc ça c'est l'agriculture moderne, super grande. Aujourd'hui un paysan au Cambodge, bon, il fait son boulot à la main, mais rien ne l'empêche quand même de lui filer un petit coup de main avec potentiellement de la techno aussi. Donc nous on s'est associé avec une société à Singapour qui s'appelle Palo IT. Avec Palo, on a dit bon, pourquoi pas essayer de mettre en place des systèmes qui coûteraient pas cher, qui seraient autonomes, et qui pourraient filer un coup de main, à un paysan pour lui libérer un peu de temps, ou bien libérer les mains de ses enfants, par exemple. Parce que tu peux te dire, c'est bien beau d'aller voir un paysan et lui dire, écoute, moi je vais travailler avec toi, mais je veux pas que ton gosse y bosse. Pour eux, en fin de compte, comme partout dans le monde, en fin de compte, les enfants parfois, ils aident au champ, au détriment d'aller à l'école. Donc on s'était dit tiens, ce serait peut-être pas con en fin de compte d'aller voir les paysans puis de leur dire mais ton gamin il t'aide à arroser, et ben en fin de compte aujourd'hui tu vas plus arroser parce que ça va se faire tout seul. Et comme ça ton gosse il peut aller à l'école. Et donc, en partant de ça, c'est comment on va économiser du temps, mais comment on va mettre ça en place, machin. Donc, on a fait un peu de recherche. Donc, on a lancé un petit labo de recherche à la ferme, que vous pouvez trouver sur mon LinkedIn ou sur YouTube. Vous cherchez Palo IT ou Norbert Bino, vous trouverez. Et donc, on a fait ce petit lab où, en fin de compte, on prend des Raspberry Pi. Donc, c'est des mini ordinateurs qui sont gros comme ton poing, même pas. Et puis, des capteurs qui valent pas cher. On va aller récupérer l'information, on remonte l'information, on a connecté notre Raspberry Pi à un petit panneau solaire, et avec cette information, on est capable derrière d'actionner une pompe, d'actionner un goutte à goutte, on peut actionner plusieurs trucs, on définit ce qu'on veut faire. Et ça permet d'arroser en automatique, à très faible coût. Ça te permet aussi de contrôler un peu ton impact au niveau eau, parce que parfois on arrose trop. Ça te permet de dire, bon, ben là, maintenant, c'est le moment d'arroser, on a besoin d'eau, donc on arrose, puis tu peux faire de l'arrosage ciblé. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Malheureusement, depuis 1 an et demi, on n'a pas pu retourner au Cambodge. Donc pour le moment, on ne peut pas trop travailler sur le sujet, mais c'est typiquement des sujets qui nous tiennent à cœur. Ok, c'est ce type de petits projets peu coûteux en technologie notamment qui pourraient être viables sur qui peuvent être dupliqués sur d'autres terres, c'est ça? Ouais, en fait, l'idée, c'est de pouvoir donner accès de pouvoir donner à tout le monde, quoi. Donc on a expliqué un peu on a eu un call avec les Nations Unies, qui a un programme de développement qui s'appelle Cultivate, qui travaille là-dessus, qui est aux 4 coins du monde. Et voilà, l'idée c'est de partager notre retour sur expérience sur ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, les problèmes qu'on a eu, parce que c'est bien beau de développer ton projet de low-tech quand tu es à Singapour, mais quand tu vas le déployer au fin fond de la campagne au Cambodge, tu n'as plus internet, tu n'as plus l'électricité, tu n'as plus rien. Donc tu te rends compte de la difficulté du terrain. Donc ça, c'est des expériences qu'on partage avec ce groupe de travail.
en espérant porter un peu notre petite contribution. Et ouais, l'idée, nous, c'est si on arrive à bien mettre en place notre projet, c'est les paysans avec lesquels on va travailler, leur dire bah tiens, on travaille avec toi, on s'engage à t'acheter tes produits, machin et tout, puis en plus on va te filer un panneau solaire et puis une petite pompe et puis on va t'aider sur ton arrosage. Donc si dans les auditeurs il y a des mecs qui ont des panneaux solaires à filer, on est preneur. Ok, très clair. Le message est passé. Je voulais terminer par trois questions qui sont classiques maintenant chez Dommage Arabe depuis le début de la saison 2. Donc, je te laisserai bien entendu répondre. Je voulais savoir si tu avais un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais partager. Oui. Donc comme je te disais, je suis un fermier à la ferme de la terre. Je suis un fermier aussi de la blockchain. Aujourd'hui, la blockchain, c'est quand même quelque chose qui est en train de révolutionner un peu notre monde. Récemment, dans la blockchain, il y a quelque chose qui s'est lancé qui s'appelle les NFT. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un NFT qui a été sorti qui s'appelle The Lost Glitch. Et dessus, en gros, ils ont levé de l'argent en vendant des photos. Et une partie de l'argent qui a été levée est derrière rebalancée dans des projets caritatifs, dans des ONG, qui en sont choisis par tous les membres qui ont participé en fin de compte à ce petit appel. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que c'est un modèle où la technologie, en fin de compte aujourd'hui, de la blockchain qui peut être assez critiquée parce que pas du tout comprise, est en train d'aider les ONG. Donc voilà, ça c'est un truc que j'avais trouvé pas mal, qui est sorti cette semaine, hier d'ailleurs. Voilà, il y a un truc qui arrive qui s'appelle The Angel Protocol, qui va aussi permettre de créer en fin de compte de la valeur automatiquement et de la rebalancer dans des ONG. Donc en gros, tu vas déposer 1000 balles dans une ONG. Au lieu de lui donner 1000 balles, tu vas lui donner ad vitam aeternam $200, mais toi tu auras mis que 10 balles, 1000 balles. Donc ça, c'est des beaux projets qui arrivent et je trouve que c'est bien, il faut leur donner un thumbs up. C'est des mecs qui sont derrière ça, c'est des mecs qui ont beaucoup de connaissances, qui pourraient utiliser tout leur savoir pour juste faire du pognon, mais qui en fin de compte mettent leur savoir au service de l'homme, et je trouve que c'est bien. Ok, moi je partagerai des contenus là-dessus et je serai preneur bien entendu de deux, trois liens de ton côté. Sur une deuxième question, sur une action que tu pourrais partager aux auditeurs et aux auditrices pour agir dès demain dans le bon sens. Ouais, si vous avez un projet en tête, si vous pensez que un truc peut marcher, si vous avez envie d'entreprendre, allez-y. Voilà, moi je pense qu'il faut y aller. Je lisais une étude l'autre jour sur les regrets de fin de vie, et il y en a plus de 50% qui disaient de pas avoir entrepris. Voilà, la vie elle est courte, mais il y a quand même pas mal de temps, donc ça peut valoir le coup d'essayer de lancer un truc, 3-4 ans, de réussir, de se planter, mais au moins d'avoir essayé, quoi. Ok, très clair. Bon, je retiens cette action-là. Et sur la dernière question, un invité que tu recommanderais, un ou une invitée, bien entendu, hein, que tu recommanderais pour le podcast. Je recommanderais pour le podcast Pierre-Alexandre Hubert, qui est le fondateur de Ecoidé, cette société qui est notre partenaire avec qui on travaille, qui a énormément d'engagement au niveau du social, au niveau du fair trade, au niveau du bio. Il travaille avec des communautés de par le monde. Il est engagé, il laisse tomber personne. Il dépense son énergie sans compter. Je pense que c'est un mec, je pense que c'est un mec en or. Ok, très clair. Bon, il sera bien entendu contacté et fera partie des futurs invités du podcast. Merci beaucoup pour ton temps, Norbert. Je voulais savoir si on souhaite te contacter, si on souhaite travailler avec toi ou plus globalement discuter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, donc Norbert Binot, Binot c'est B-I-N-O-T. Je suis disponible sur LinkedIn. Voilà, si c'est une façon de me contacter. Sur Twitter, nbino. Sur YouTube, Norbert Binot.
Voilà, ça c'est des trucs qu'on peut me contacter. Sur notre site, alors le site malheureusement il s'appelle pas encore Faire Farms parce que je l'ai pas refait, j'ai pas trop le temps. Ça s'appelle Campod-Jewels, mais déjà LinkedIn et tout ça, ça devrait être bon. Sur Facebook aussi, sur Instagram, voilà. Ok, moi je crois qu'on peut pas te louper. Je partagerai bien entendu les différents liens dans les notes de l'épisode. Puis si quelqu'un te contacte, tu peux filer mon numéro, pas de problème, ou mon mail. Ok, ça marche. Très bien, ça marche. Moi, je m'en occuperai, je ferai l'intermédiaire. Merci beaucoup pour ton temps, Norbert, et à très vite. Je t'en prie, à très vite, et puis merci aux auditeurs qui ont écouté jusqu'ici. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. À très vite.